C'est si tu te crames chez un acteur, hein, tu es foutu même chez les autres parce que tout le monde se connaît. Dès le premier mois, j'envoyais des messages sur LinkedIn à des CEO partout, en cold reach. Donc on a en même temps des assureurs qui se disent ah, il y a un marché de dingue sur lequel il faut investir, il faut qu'on ait notre part du gâteau. Et en même temps, ils se rendent compte qu'il y a des contraintes business assez fortes et avec des opérations non scalables. Ensuite, ils nous disaient c'est super ce que vous essayez de faire les gars, on adore, mais par contre on n'arrive pas à croire qu'il y a une solution technologique à ce problème. Si tu déploies Allianz sur tout son périmètre dans la santé, j'imagine que tu fais plusieurs dizaines de millions d'ARR rien que sur ce. C'est pour ça que nous, chez Quantev, on veut vraiment, c'est ça l'ambition, c'est d'être le guidewire, l'OS de l'assurance santé à l'avenir. Il faut que quelqu'un paye pour que l'écosystème soit viable. On ne peut pas venir avec nos gros sabots chez l'assureur et lui dire « Les gars, vous inquiétez pas, on a un méga modèle, on va tout automatiser out of the box ». Quand on était deux Gugus à Station F avec un deck de slides, c'est très difficile de convaincre un acteur aussi majeur de nous faire confiance avec. Quand on est une boîte VC-backed, c'est avoir des investisseurs qui comprennent l'enterprise software. Et ça, c'est pas donné. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Founders Frequency, le podcast qui rentre dans la tête des plus grands entrepreneurs de la tech en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tariq Dadi, qui est CEO et cofondateur de Quantev. Alors, Quantev, c'est une startup qui transforme le secteur de l'assurance avec de l'intelligence artificielle. Donc on va en revenir plus en détail, mais Quantev aujourd'hui c'est 60 personnes, tu as levé plus de 30 millions d'euros avec des fonds prestigieux comme Blossom Capital et Elaya, et tu développes donc une plateforme SaaS pour aider les assureurs à optimiser leurs coûts, détecter les fraudes et améliorer l'efficacité des soins. Et donc écoute, c'est un plaisir de te recevoir Tariq aujourd'hui. Alors si tu veux bien, je peux te proposer de te présenter pour commencer. Merci Maxime, merci pour l'invitation, ravi d'être là. Tariq Dadi, moi j'ai cofondé Quantev maintenant il y a 6 ans. J'en suis le CEO et c'est une aventure assez incroyable. On se retrouve à transformer un secteur extrêmement important de l'écosystème santé, le payeur plus précisément. Et on a la chance de faire ça aussi, on a cette excentricité d'être une boîte parisienne, mais qui s'est très vite internationalisée. On travaille avec des acteurs en Asie, dans les Amériques, un peu partout. Et ça nous a permis d'avoir vraiment une position assez intéressante et une vue assez intéressante sur les enjeux de la data et de l'IA d'un point de vue global. Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc tu bossais déjà dans l'assurance, l'assurance c'est un secteur que tu connaissais bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, peut-être depuis tes études jusqu'à ton dernier poste avant Quantev, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre dans ce secteur-là? Ouais, donc moi j'ai fait des études classiques, prépa, école d'ingénieur en maths appliquées avec beaucoup d'intelligence artificielle. On appelait ça des systèmes intelligents à l'époque. C'était pas aussi, le branding n'était pas encore abouti. Et suite à ces études, j'ai rejoint pour ma première expérience professionnelle, ça a été AXA. AXA venait de créer en sortie d'école. En sortie d'école, j'avais rejoint AXA, ils venaient de créer un lab qui s'appelait le AXA Data Innovation Lab. C'était une sorte ils étaient un peu en avance de phase, c'était un lab d'excellence. Franchement, certaines des meilleures personnes avec qui j'ai bossé, je les ai rencontrées là-bas. Et notre rôle, c'était d'aider les entités d'AXA à travers le monde à kickstart leur data transformation, mettre en place des stratégies autour de la data, construire des premiers POC en utilisant de l'IA sur des sujets comme la fraude, comme le cross-sell en marketing, ainsi de suite. Et c'était très intéressant parce que ça m'a permis déjà de comprendre ce qu'est le business de l'assurance, un monde que je ne connaissais pas du tout. Et au-delà de ça, c'est de le comprendre d'un point de vue global. J'ai été amené à travailler avec AXA en Turquie, j'ai passé du temps chez AXA Singapour, AXA Golf à Dubaï, avec AXA Japan et avec aux Amériques, et vraiment comprendre c'est quoi le business de l'assurance globale. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert un peu, au début je faisais beaucoup de tout ce qui est fraude pour l'assurance auto. Et à un moment j'ai été amené, surtout chez AXA en Asie, à découvrir un peu le business de l'assurance santé, qui est un énorme business. Mais behind the scenes, c'était un métier très manuel. C'est des armées de médecins, d'infirmiers qui passent leur journée à lire des documents papier qui arrivent des hôpitaux, qui viennent en soutien des demandes de remboursement.
et qui doivent utiliser des outils très simplistes, souvent un fichier Excel, et leurs connaissances pour étudier ce dossier et prendre des décisions très coûteuses et souvent de façon très lente et parfois en faisant des erreurs. C'est quoi par exemple, tu peux nous donner des exemples, les fraudes les plus classiques dans l'assurance santé, tu vois, les un ou deux exemples sur lesquels les assureurs se sont fait avoir et aujourd'hui ne se font plus avoir grâce à Quantève. La fraude, c'est ce qu'on appelle en machine learning un cas adversariel. Parce que l'adversaire est constamment en train de chercher des nouvelles façons de frauder. Donc les modèles doivent être constamment adaptés et les gens sont très créatifs quand il s'agit de frauder. Ça peut être en Asie, on a vu des cas où ils ont créé une fausse clinique pour facturer les touristes qui venaient d'Europe ou d'Amérique, leur facturer des faux soins médicaux qu'ils envoyaient à leur assurance médicale. Ah oui. Donc là, la fraude ne vient pas du patient, mais vient de la clinique en fait. Un des gros volumes de fraude, c'est pour ça que la fraude, c'est difficile à caractériser. On parle souvent de fraude, waste and abuse, fraude, gaspillage et abus. Et souvent, c'est les prestataires de soins. Les prestataires de soins, c'est où, par exemple, des cliniques qui vont overbill des soins, rajouter, par exemple, toute personne qui visite, on va glisser un test de glycémie, par exemple. Même pour un bras cassé, on te met un test de glycémie. Ou par exemple, tu as un bras cassé, au lieu de facturer des rayons X, on va facturer une IRM. C'est plus cher, mais ça sert à rien pour un bras cassé. Donc, il y a différents patterns qu'on peut identifier. Il y a aussi des patterns de rétrocommission. On a vu ça dans une région du monde où on avait des patients, à chaque fois qu'ils allaient voir un médecin, le médecin les envoyait récupérer du matériel médical chez un de ses collègues. Et on se rend compte au bout d'un moment qu'ils se connaissent et qu'il y a un pattern un peu de rétrocommission entre eux. Et ça, c'est des choses que tu peux détecter via la data qu'il y a un pattern anormal, mais ensuite, c'est vraiment l'investigation qui va... Pour bien comprendre, c'est en fait un certain médecin qui prescrivait à son patient le fait d'aller acheter ou prendre des béquilles, des bonbonnes d'oxygène, des choses comme ça qui ne sont pas forcément nécessaires et toujours chez le même revendeur. Et donc ça, c'est des patterns qu'on peut trouver. Il y a des choses comme un assuré qui va donner sa carte d'assuré à un membre de sa famille ou un ami pour aller se soigner et c'est pas la bonne personne. Donc tu te retrouves par exemple avec un assuré homme et qui se retrouve avec des claims gynécologiques parce qu'il a donné sa carte à une femme de sa famille ou à une amie. Et c'est ce genre de discrepancies qu'il faut essayer d'identifier. Ok, très clair. Donc tu t'es retrouvé à comprendre, à creuser ce monde de l'assurance chez AXA. Tu étais donc au Data Lab. Tu y es resté combien de temps et qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Quand tu es parti, tu savais, parce que donc, après tu as fait Entrepreneur First, tu savais déjà que tu voulais entreprendre. Comment s'est fait ce déclic? Alors chez AXA, j'ai passé je crois un peu moins de 4 ans. Et ça a été une expérience extraordinaire pour découvrir tous ces sujets. J'ai aussi eu, ça a été vraiment une sorte de terreau pour beaucoup de personnes. Je sais que le fondateur de Descartes Underwriting était stagiaire avec moi, le fondateur de Medadom était stagiaire avec moi au Data Innovation Lab, le fondateur de Zelrose, autre insurtech de la place parisienne, était mon manager. Donc ça a vraiment été une sorte de presque de start-up studio pour beaucoup de boîtes de la place qui sont dans ce topic. Moi, quand j'ai rejoint le Data Innovation Lab, j'ai toujours eu des velléités entrepreneuriales. J'avais toujours voulu me lancer. Depuis que je me souviens, je lisais TechCrunch quand j'étais au lycée. Michael Harrington était le seul rédacteur sur le site à l'époque. Et j'avais déjà un peu commencé à me nourrir de cette culture startup. Mais je savais que je voulais découvrir une industrie. Je me voyais pas sortir d'école et construire une boîte. Je savais qu'il me fallait une idée, trouver un problème, trouver un sujet sur lequel je pouvais appliquer de la techno. Et c'est pour ça que je me suis donné le temps post-études, mais très vite, quand on commence à travailler, on a peur de commencer à s'encrouter. J'avais eu très peur de commencer à être à l'aise financièrement, à être bien. Et c'est pour ça que très vite, à un moment, je me suis dit, il faut sauter le pas. Et c'est à ce moment-là où j'ai quitté AXA.
J'ai fait une petite expérience rapide parce que AXA m'envoyait partout dans le monde et je voulais quand même rester à Paris. Donc, rester à Paris. Et ensuite, dès que Entrepreneur First m'a contacté, j'ai sauté le pas et pourquoi Entrepreneur First? C'est parce que Entrepreneur First permettait de résoudre un gros problème. Il faut trouver un cofondateur qui est dans le même état d'esprit au même moment. Et ça, c'est très difficile. Et ça, c'est quelque chose que Entrepreneur First arrive à résoudre, c'est réunir des gens qui sont vraiment dans le bon mindset pour commencer à créer une boîte et à se lancer, à tout abandonner pour se lancer. Et ça, je pense que ça a été un vrai coup de pouce pour moi pour un peu satisfaire ces velléités. Et alors souvent, chez Entrepreneur First, il y a pas mal de pairs qui se défont les premières semaines. Ouais. Toi, ton CTO a été le bon dès le départ? Non, on a eu un round chacun Ok. avec d'autres participants dans la cohorte. Mais dès qu'on a commencé à travailler ensemble, on a vite compris que ça allait marcher. Qu'est-ce qui a matché si bien entre vous au tout début? Qu'est-ce que tu as senti qui allait bien Ce qui a fonctionner? marché, c'est déjà moi, Entrepreneur First, la théorie voudrait que tu viens pre-team, pre-idea. Mhm. Bon, moi, j'avais déjà l'idée plus ou moins parce que je venais de l'industrie. Donc, il fallait que je la pitch à quelqu'un qui serait intéressé d'aller dans cette industrie, travailler sur ce sujet. Et dans un second temps, il fallait voir quelle est la complémentarité. Moi, j'étais relativement technique, mais en même temps, j'ai baigné dans un environnement AXA très corporate, donc j'avais les codes un peu business. Et alors que mon cofondateur, lui, vient d'un background postdoc, docteur en mathématiques pures. Et le sujet, il a été quant chez Goldman Sachs. Donc lui, le monde de la finance et de l'assurance, il comprenait. Et en même temps, il voulait quand même continuer à être technique, à exploiter ce sur quoi il a travaillé pendant son doctorat et l'appliquer à notre sujet. Et à ce moment-là, on a trouvé vraiment des atomes crochus, un bon état d'esprit, une volonté vraiment d'aller loin. Et c'est ça qui a fait qu'on a décidé de bosser ensemble et ça a donné le résultat que ça a donné. Trop bien. Et donc pourquoi l'assurance santé versus, je sais pas, l'assurance habitation, l'assurance automobile? Est-ce que c'est un plus gros marché? Est-ce que la fraude est plus présente? Est-ce qu'il y a plus d'humains dédiés? C'est des business lines avec des coûts d'opération plus importants et donc plus à automatiser? Comment tu... Ouais. L'assurance santé aujourd'hui, c'est un marché gigantesque. C'est le marché, c'est la branche de l'assurance qui est le plus en croissance, avec la croissance la plus rapide de toutes les branches d'assurance. Il va pas y avoir plus de voitures. Il va pas y avoir plus de maisons à assurer parce que les assureurs, à cause des catastrophes naturelles, ils veulent plus couvrir les maisons. On le voit aux États-Unis avec les feux. Mais par contre, la santé, tout le monde veut couvrir sa santé, spécialement post-Covid et partout dans le monde, surtout dans les pays émergents et même dans les pays assez matures. Les gens veulent de plus en plus se couvrir via de l'assurance, couvrir leur santé. Et ça, c'est quelque chose que tous les assureurs ont repéré. Quand on va lire les rapports des plus grands assureurs, les AXA, les Allianz, tous ils veulent double down sur la santé. Le challenge de la santé, c'est qu'aujourd'hui, on a un vieillissement de la population, des styles de vie sédentaires, donc maladies chroniques, tout ce qui est cancer et autres. Et ça fait que la demande de soins, la consommation de soins explose. Donc les gens, ils vont consommer de la santé. J'ai une assurance, donc je vais aller consommer de la santé en plus de ça. Ajoutons à ça une inflation médicale qui est dingue. On est à plus de 10% dans la plupart des régions dans le monde. Donc les assureurs, ils se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume. Augmentation des nombres de demandes de remboursement, augmentation du prix de ces demandes de remboursement. Et en parallèle, ils ont des opérations qui, comme je l'ai décrit avant et ce qui a trigger ma volonté d'explorer, c'est des opérations, même dans des marchés très matures, chez des acteurs très sophistiqués, ça reste très manuel. Ça reste des équipes de médecins, d'infirmiers. On n'arrive même plus à trouver des médecins dans les hôpitaux qui doivent traiter des dossiers très compliqués, très sensibles. C'est-à-dire que chez les assureurs, c'est des médecins qui traitent ça? C'est ça, il y a des médecins qui travaillent dans les compagnies d'assurance, qui passent leur journée à lire des dossiers qui arrivent des hôpitaux, des cliniques et autres prestataires pour décider est-ce qu'on paye ou pas, est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on prend en charge ou pas. Et ça, c'est premièrement pas scalable. Ça crée beaucoup d'inefficience.
Donc, on a en même temps des assureurs qui se disent « Ah, il y a un marché de dingue sur lequel il faut investir, il faut qu'on ait notre part du gâteau. » Et en même temps, ils se rendent compte qu'il y a des contraintes business assez fortes et avec des opérations non scalables pour pouvoir absorber le gâteau qu'on pourrait aller chercher. Et donc, c'est là où nous, on a senti qu'il y avait quelque chose à jouer et de venir apporter la solution pour rendre ces opérations scalables et rendre ce business viable. Parce que, encore une fois, l'écosystème de la santé, c'est un patient, un prestataire de soins et un payeur. C'est un acteur nécessaire. Il faut que quelqu'un paye pour que l'écosystème soit viable. Et donc, la viabilité aussi, la viabilité de ces acteurs, elle est clé. Il faut qu'il y ait des assureurs qui fonctionnent bien, qui ont un bon business et qui arrivent à scaler leurs opérations. Et donc, c'est là où nous, on vient jouer un rôle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être à travers une description de votre produit, mais comment ça se passe aujourd'hui? Je suis médecin employé chez un assureur santé, un AXA. Comment ça se passait avant? Et une fois que Quantev arrive, comment ça se passe en termes tu vois, des tâches à effectuer pour le médecin? Et puis après, en termes de, je ne sais pas, est-ce que toi, le ROI que tu pitches, c'est plus de productivité? C'est aussi, on en parlait tout à l'heure de la fraude, moins de fraude. C'est tout à la fois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la valeur pour l'utilisateur opérationnellement et puis après, d'un point de vue business pour l'assurance? Oui, bien sûr. Donc nous, aujourd'hui, on touche à différents aspects de la chaîne de valeur de l'assureur. Donc il y a la partie, ce qu'on appelle chez nous Claim Registration, Data Acquisition. C'est déjà, ils doivent traiter énormément de données, très compliquées. C'est de la donnée de santé humaine, c'est très sensible. Et en plus de ça, très complexe. On ne parle pas d'un PET sur un pare-brise. C'est beaucoup d'informations médicales qui remontent et souvent dans des formats papier. Donc il faut être en capacité d'ingérer cette donnée, de la standardiser, de la nettoyer, de l'enrichir pour pouvoir avoir les éléments pour ensuite prendre des décisions. Et là, on rentre dans la partie claim adjudication, claim management, comme on l'appelle parfois. Et enfin, il y a la bloc fraude qui s'ajoute à ça. Nous, aujourd'hui, on va jouer donc en fonction de ce sur quoi notre logiciel est déployé, parce qu'on se veut être une plateforme, on essaye d'avoir une modularité, c'est ce qui aussi fait notre succès. On va jouer sur différents aspects. Si c'est sur la fraude, c'est évident, ça va être le savings, c'est les économies qu'on arrive à créer. Et par contre, là où il y a un impact assez intéressant, c'est notre capacité à réduire les temps de traitement. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des milieux, c'est un marché très concurrentiel. Les assureurs, souvent, à travers le monde, un de leurs gros business, c'est ce qu'on appelle l'employee benefits. C'est les assurances groupes. Demain, Nestlé vient chez un assureur, ils ont 20 000 employés, ils disent « tu vas nous couvrir nos 20 000 employés ». Si au bout d'un moment, les employés se rendent compte qu'il leur faut 20 jours pour se faire rembourser ou se faire autoriser un soin et autres, c'est problématique. Et il peut y avoir un niveau de churn assez important. Donc nous, on va jouer énormément sur réduire ces délais, réduire les erreurs de traitement, parce qu'on pense souvent à ce qu'on appelle le claim leakage dans notre business, ou le paiement à tort en bon français. On pense souvent à la fraude, mais en réalité, beaucoup de ce claim leakage se produit juste parce que les équipes traitent les dossiers super vite. Ils n'ont pas le temps de faire une étude approfondie et il y a des erreurs. On paye des choses qui n'auraient pas dû l'être, ou inversement. Et ça coûte de l'argent. Et donc, notre capacité à rendre ces systèmes plus déterministes, à aider les équipes à prendre des décisions plus rapidement, ça a un impact assez intéressant pour les assureurs. Et donc, sur ce sujet-là, peut-être très concrètement, qu'est-ce que l'IA va te permettre quoi? D'extraire typiquement, de déjà préqualifier un dossier et de peut-être flaguer, ce cas-là, basé sur les X cas qu'on a pu faire avant, paraît complètement légitime, donc n'y passe pas plus de temps que ça, ou alors ce cas-là, attention, on a détecté peut-être des anomalies, et donc passe-y un peu plus de temps parce qu'il y a peut-être quelque chose à redire. C'est ça, et encore une fois, nous, c'est un domaine très sensible, on est sur de la santé humaine. Donc déjà, on demande aux assureurs de nous donner accès à de la donnée ultra sensible, et en plus de ça, on parle de gens qui doivent prendre soin de leurs proches, et ainsi de suite. Si on ne peut pas venir avec nos gros sabots chez l'assureur et lui dire « les gars, vous inquiétez pas, on a un méga modèle, on va tout automatiser out of the box ». Il y a tellement de parcours de soins différents, tellement de cas. Chaque parcours de soins est particulier en fonction de ton âge, de ta démographie, de ton background médical, ainsi de suite. C'est particulier. Donc il n'y a pas une sorte de one size fits all.
Et donc, nous, notre approche, ça a été twofold. On commence par de l'aide à la décision. On va empower les équipes en leur donnant de l'insight, leur dire il va falloir que tu te focalises sur ça ou pas. Et progressivement, plus on avance dans la calibration de notre modèle, si on leur démontre demain que l'appendicite, notre système, il est capable de prendre la bonne décision avec 98% d'accuracy, en un clic, ils peuvent dire from now on, les claims appendicites, c'est C'est Quantep déjà le cas qui pour les autorise. certains. Vous avez déjà des cas qui sont Il y a automatisés. certains cas, ça va dépendre des marchés, ça va dépendre des politiques de contractuels et autres, mais oui, il y a des cas, par Ok. exemple, où tu as la visite chez le généraliste, c'est le classique, c'est limite, on la retrouve déjà avec des vieux outils déjà pré-automatisés, du moment que c'est en dessous d'un certain threshold, et du moment que ça respecte certains paramètres, ça passe automatiquement. Donc ça, c'est pour ça, et cette approche un peu, ce qu'ils appellent le low-hanging fruits, tu récupères tous les low-hanging fruits, c'est beaucoup plus pragmatique et les assureurs santé apprécient une approche comme ça qui leur permet d'être plus dans le contrôle et de ne pas avoir des erreurs industrielles où tu refuses des soins à des gens qui en avaient besoin urgemment. Alors aujourd'hui, Quantep, vous en êtes où en termes de nombre de, je sais pas, les chiffres sur lesquels tu peux communiquer, le nombre de clients, quel revenu vous faites? Aujourd'hui, Quantep, on travaille avec certains des plus gros assureurs dans le monde, AXA, Bupa, Generali. On a la chance, et c'est un des plus gros challenges dans ce secteur, c'est au-delà de la technologie, c'est la légitimité pour aller rentrer chez ces acteurs. Pour venir, quand on était deux Gugus à Station F avec un deck de slides, c'est très difficile de convaincre un acteur aussi majeur de nous faire confiance avec son trésor de données ultra sensible, de nous faire confiance avec un aspect mission critical. C'est quand même le cœur nucléaire de leurs opérations, c'est les remboursements. Donc c'est de l'enterprise software très lourd avec des SLA, et les acteurs avec lesquels on travaille, quand on leur déploie la solution, ils n'attendent pas que tu leur donnes une petite API ou un petit outil tout simple. C'est vraiment, il y a un niveau de feature completeness assez important attendu dès le départ. Et donc c'est ça qu'on a construit à travers les années, c'est cette légitimité d'aller chercher, de gagner la confiance de ces acteurs. Et ensuite, on arrive à avancer très vite. Donc aujourd'hui, on arrive à couvrir beaucoup de pays. On est déployé au Mexique, on est déployé en Floride, à Hong Kong, en Thaïlande. Et ça a été vraiment un no-go win pour continuer à construire notre réputation pour pouvoir toucher à ces aspects très sensibles. Ah, c'est ça un peu la beauté de vendre du logiciel à l'assurance, et tu l'as dit, la difficulté au départ, c'est d'être capable de pénétrer ses comptes, de parler au bon interlocuteur avec des cycles de vente qui peuvent être assez longs, puisque chaque assureur, c'est de la grosse machinerie. Et puis, Ouais. mais vous, en venant en fait de l'intérieur, vous avez peut-être réussi au début à percer ces quelques comptes. Puis une fois, j'imagine que C'est pas AXA qui m'a fait confiance au début, c'est C'est vrai. Allianz. Ok. Donc c'est sûr que ça aide d'avoir le réseau, parce que l'assurance, c'est aussi, on est sur de l'enterprise software ultra verticalisé. Donc c'est un autre play, et l'assurance est très particulier parce que des sujets que tu peux trouver dans des boîtes d'oil and gas et des boîtes d'agroalimentaire, il y en a. Mais l'assurance a vraiment des sujets très particuliers, c'est ce qui demande un niveau d'expertise et de focus assez fort. Et c'est ce qui est aussi, on le voit dans les contacts qu'on peut avoir, c'est une constante revolving door. Et c'est un des autres challenges qu'on a, un challenge réputationnel, c'est si tu te crames chez un acteur, ben, tu es foutu même chez les autres parce que tout le monde se connaît. Et c'est ça aussi un des challenges pour nous. Et après, j'imagine que l'avantage, c'est une fois que tu as un use case prévu avec Allianz au bureau de Paris, s'il est content, derrière, tu peux ouvrir la porte à potentiellement d'autres filiales dans le monde, et que, je ne sais pas, si tu déploies Allianz sur tout son périmètre dans la santé, j'imagine que tu fais plusieurs dizaines de millions d'ARR rien que sur ce compte. C'est vraiment un des upsides. En gros, nous, on fait face sur ce type de enterprise sales. C'est des cycles de vente très longs, très complexes. Ça prend beaucoup de temps pour rentrer. Mais l'upside, c'est que derrière, on est sur du gros ticket item. On est à 1 voire plusieurs millions d'euros sur les plus gros contrats. Et on peut avoir on rentre sur des commitments très longs. Parce que si un assureur va installer une solution
pour ses équipes de gestion de remboursement, qui doit s'intégrer à son IT legacy hyper complexe, passer les fourches codines de la sécurité, réentraîner toutes ses équipes, réadapter tous ses process, la stickiness, elle est hyper importante, d'où la complexité de la vente et tout ce qu'on doit démontrer avant de vendre. Mais ensuite, on est là pour durer, on est là sur des contrats très longs et sur des durées de vie assez importantes du deal. Et il y a ce côté, bien sûr, quand tu démontres ton succès, on a la chance d'avoir ces grands groupes très internationaux, surtout en Europe, les AXA, les Generali, les Allianz, les Bupa. Quand tu démontres ta valeur dans un de leurs marchés, ensuite, très vite, il y a des synergies et c'est leur force. C'est de faire très vite en sorte de standardiser. Ils veulent toujours standardiser leurs méthodes. Bien sûr, les entités locales, elles ont leur mot à dire, elles ont leur spécificité. Mais très vite, tu peux avoir un effet où tu as un succès avec un Generali, avec un AXA, et direct, ils t'emmènent dans un autre pays pour continuer à grandir et devenir un peu la go-to solution chez eux. Et alors, par exemple, pour un Generali, un AXA, on parle de quel type de panier moyen pour rentrer et jusqu'à où tu peux scaler quand tu te développes sur plein de filiales. Tu as quelques chiffres ou des fourchettes? Ça va dépendre. Le panier va vraiment dépendre en fonction des pays, de la taille du volume, de sinistres, de membres. Enfin, il y a différents paramètres à prendre en compte. Il y a des pays où AXA est un petit acteur, où Allianz est un énorme acteur. D'autres pays où c'est Generali qui est en tête. Donc ça va être en fonction de différents paramètres qu'on va pouvoir avoir des paniers moyens, mais on va être sur quand même des gros niveaux. Ça reste quand même du logiciel très lourd pour ces clients-là et surtout avec des attentes très importantes. Très clair. Aujourd'hui, donc quand vous avez été créé, il n'y avait pas encore les LLM, ChatGPT n'existait pas. Aujourd'hui, donc vous avez commencé en utilisant l'IA plutôt classique, machine learning. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous intégrez les LLM? Est-ce que vous l'intégrez? Et puisque le nouveau paradigme que ça permet, c'est la génération de texte. Donc, qui dit génération de texte dit potentiellement remplissage de formulaires automatisés. Tu peux nous donner quelques exemples? Est-ce que vous utilisez les LLM? Comment vous les utilisez? Oui, clairement, ça fait partie de la toolbox. C'est vrai qu'à notre époque, à notre création, il n'y avait pas forcément la hype autour de ChatGPT et des dernières générations de LLM, mais le concept de LLM existait déjà dans des versions assez, on va dire, simples. On avait d'autres modèles de Natural Language Processing qu'on utilisait. Et nous, on a toujours vu, comment on voit le problème, c'est que on a, comme je l'ai déjà dit, on a des médecins qui passent leur journée à traiter à faire des checks. Ils vont vérifier est-ce que le soin est-ce que le diagnostic qui est fait est cohérent avec les soins? Est-ce que le prix de ces soins est cohérent avec ce qui se fait dans le marché? Est-ce que ces soins et ce diagnostic sont couverts par le contrat? Est-ce qu'il y a un pattern d'overbilling, un pattern un peu frauduleux? Donc, c'est une multitude de checks qu'ils vont faire. Et donc, ce qu'on essaye de faire, nous, via nos systèmes, via notre logiciel, c'est de reproduire comment réfléchissent ces médecins, ces infirmiers, ces opérateurs lorsqu'ils font leur travail. Et pour ça, on a différentes méthodes. On a des modèles d'IA assez avancés, des LLM. Par exemple, on utilise ça pour faire ce qu'on appelle du Medical Coding Inference. Medical Coding Inference, c'est un peu les médecins, quand ils remplissent les papiers, ils vont décrire, je reprends l'exemple simpliste, c'est une appendicite, ça c'est le diagnostic, on va faire une appendectomie avec anesthésie générale. Et donc, dans la nomenclature médicale, il y a des codes spécifiques pour chaque diagnostic et des codes spécifiques pour chaque acte médical, ce qu'on appelle les ICD, les CPT. Et donc nous, pour pouvoir faire beaucoup d'analyses par la suite, il faut qu'on infère à partir de ce texte libre, parce que ce que je viens d'écrire peut être décrit de différentes façons. Et donc nous, on va inférer quel est le bon code grâce à des modèles de LLM qui ont été entraînés spécifiquement sur ça, pour inférer le bon code et être en capacité de vérifier est-ce que ce code est bien couvert par le contrat, est-ce que ce code fait partie d'un parcours de soins intéressant. Et donc nous, on va aller utiliser des LLM, on va utiliser des méthodes de classification, des heuristiques, parfois un peu des algorithmes un peu smart pour faire tout ça. Et c'est l'accumulation, c'est pas juste un gros modèle d'LLM qu'on drop sur le problème,
c'est vraiment un stacking de plein de modèles qui doivent tous faire bien le travail pour pouvoir arriver à la réponse finale, on paye ou pas. Très clair. Mais est-ce que les LLM ont contribué à grandement accélérer votre produit ou changer votre industrie? Énormément, énormément. Sur la robustesse de nos inférences, surtout sur la partie, on a une partie de data ingestion assez importante, comme il y a beaucoup de papiers qui arrivent encore chez les assureurs, ou des photos via des apps, on photographie sa facture ou autre. On doit être en capacité de faire de l'OCR, et quand on a fait de l'OCR, il faut ensuite comprendre ce qu'il y a dans ce texte, dans ce document. C'est bien d'avoir tout ça. Et ça, les LLM ont extrêmement amélioré la robustesse de ces extractions, et ensuite vont aider aussi dans la compréhension de ces codes médicaux, du parcours de soins et ainsi de suite. Et aussi, parce qu'on est dans ce côté serviciel, il y a parfois des retours vers les assurés et autres, il faut être en capacité de générer des lettres. On peut imaginer beaucoup de communication. Après, voilà, le risque des LLM, c'est surtout sur un sujet ultra sensible comme le nôtre, c'est le sujet des hallucinations, et il faut être en capacité d'avoir quelque chose d'assez déterministe. Alors comment vous gérez ça? C'est-à-dire que vous avez des LLM et que derrière dans le produit, vous avez un peu des checks avec des règles un peu déterministiques ou comment vous faites ça? Oui, nous, on a beaucoup ce qu'on appelle, on essaye de mettre en avant des indices de confiance. Donc, il y a des méthodes statistiques qui permettent de mesurer la confiance qu'on a en l'inférence qui a été faite. Et on essaye de se mettre d'accord déjà avec nos clients, d'avoir un threshold à partir duquel ils sont en confiance avec la solution. Et donc, c'est ça qu'on calibre énormément quand on installe notre solution, se mettre d'accord quel est le niveau de confiance requis pour pouvoir passer à la next step. Et ça, c'est un des éléments clés lorsqu'on utilise des modèles un peu comme ça, un peu black box, sur lesquels on n'a pas forcément des réponses toujours déterministes. Alors, tu parlais donc de l'importance de la donnée. Historiquement, les assureurs ont toujours un peu rechigné à partager la donnée parce que c'est quelque part un des assets les plus précieux pour être capable de savoir qui est un bon client ou pas, être capable d'ensuite confectionner les algorithmes de détection de fraude, etc. On parle de plus en plus d'open insurance et cette idée qu'en fait, en partageant la donnée, typiquement la donnée de fraude entre assureurs, en fait, tu es plus fort puisque tu évites, quand un fraudeur a tenté de frauder une assurance qu'il a détectée potentiellement en refilant cette information aux autres, elle fait gagner de l'argent finalement à tout le monde, et donc finalement le partage de la donnée profite à tout le monde au lieu que chacun reste cloisonné. Est-ce que c'est une tendance que tu vois? Comment toi tu bénéficies de cette tendance? Oui, c'est des choses que l'on voit sur certains marchés, et on estime que ça peut apporter énormément de valeur. Après, c'est vrai, voilà, je suis un assureur énorme sur un marché. C'est sûr que j'ai pas trop d'incentive à partager mon trésor de données, mon historique, qui me permet d'avoir une compréhension assez fine de ce qui se passe sur le marché pour ma mesure du risque et autres, avec d'autres acteurs. Donc ça, c'est sûr que ça a un avantage. On le voit sur certains marchés où tu as des associations d'assureurs, par exemple, je crois à Singapour. À Singapour, l'association des assureurs a fait en sorte de pool la donnée et de jouer le rôle de tiers de confiance, et de travailler avec un prestataire dans l'analyse de ces données pour repérer les fraudes et avoir une robustesse beaucoup plus importante et une capacité de détection plus importante en mutualisant la donnée. Après, voilà, la mutualisation des données a aussi ses limites. On n'a pas forcément les mêmes typologies de portefeuille clients. Donc, il faut voir au cas par cas. Mais clairement, c'est des initiatives, surtout sur la fraude, qu'on voit de plus en plus dans certains pays. Alors c'est marrant parce que le pitch de Quantev me fait aussi pas mal penser à certains égards au pitch de Chief Technology qui a été créé quelques années avant vous. On partage le même maître de stage avec Jérémy Jaouch. C'est vrai, avec 6-7 ans avant vous, mais qui est du coup sur une verticale différente. Est-ce que c'est potentiellement un concurrent? Est-ce que les secteurs et les verticales de l'assurance sont tellement profonds et différents que finalement chacun reste sur sa ligne de nage ou... Je pense aujourd'hui Shift est une exceptionnelle success story. C'est une énorme entreprise
dans son secteur. C'est vrai que historiquement, eux, ils ont commencé sur la fraude dite PNC, l'assurance des biens, et c'est un secteur énorme. Aujourd'hui, bien sûr, à leur taille, on développe de nouvelles verticales et c'est potentiellement, oui, nos concurrents sur certains sujets. Aujourd'hui, nous, on s'est voulu vraiment un pure player santé parce qu'on estime que la santé, ça nécessite vraiment une expertise ultra particulière, un état d'esprit très particulier comparé aux autres métiers de l'assurance, aux autres lignes de métier de l'assurance. Mais c'est sûr que Shift est un exemple pour Quantef parce que quand on va voir le playbook classique de l'enterprise software, c'est à peu près la même chose. C'est la vente complexe à des grands comptes. C'est essayer de construire un produit qui doit être déployé dans un environnement mission critical où l'expertise métier est très importante. Donc c'est clairement Et c'est quoi la clé alors pour être un champion de la vente grand compte aux assurances? Au-delà du réseau que tout le monde se connaît, est-ce que tu as quelques... C'est quoi les tips que tu aurais donnés? Déjà, c'est beaucoup de résilience. C'est beaucoup de résilience. C'est aussi avoir, quand on est une boîte VC-backed, c'est avoir des investisseurs qui comprennent l'enterprise software. Et ça, c'est pas donné. C'est quelque chose de... à la différence on va dire, d'un SaaS horizontal, où on va dire il y a une sorte de croissance linéaire, l'enterprise software, c'est un peu des paliers. On stagne pendant un moment et ensuite, boum, on saute, et ainsi de suite. Et ça, c'est un état d'esprit un peu différent, et c'est un playbook. L'enterprise software, c'est vraiment un playbook. C'est une méthodo, c'est une organisation pour être efficace dans comment on approche ces acteurs, comment on leur démontre qu'on est capable de gérer ce type de projet, ne pas tomber on est face à des acteurs qui sont biberonnés au service, ils sont habitués à travailler avec des Capgemini, des Accenture et autres, et pas forcément avec la boîte de SaaS qui essaie de faire un software assez standardisé, scalable. Et donc ça vient avec des challenges, mais c'est avant tout une capacité de résilience, une capacité de démontrer qu'on est apte à apporter de la valeur. C'est très value driven. C'est construire de la relation. Nous, quand on a commencé, dès le premier mois, j'envoyais des messages sur LinkedIn à des CEO partout, en cold reach et via LinkedIn. Et tous, dès que je leur disais, je suis un entrepreneur, j'explore ces sujets-là, ça trigger automatiquement un meeting avec tout leur état-major. On faisait ce meeting, on leur présentait, on veut appliquer de l'IA ici, on va automatiser tout ça. Et ensuite, ils nous disaient, c'est super ce que vous essayez de faire, les gars, on adore, mais par contre, on n'arrive pas à croire qu'il y a une solution technologique à ce problème. Et nos premières années, ça a été énormément d'évangélisation envers ces acteurs pour leur dire, ouais, voilà comment on va faire. Et c'est surtout post-Covid qu'on a vu vraiment un saut très important. On a vu des RFP sortir qui étaient plus ou moins ce qu'on vendait en high level depuis des années. Et parce que les assureurs, il a fallu une sorte de temps d'adaptation, c'est un temps long. C'est marrant, post-Covid, c'est parce que il y a eu une recrudescence des nombres de cas à traiter avec le Covid. Et bien sûr. Du coup, les équipes étaient sous tension, donc il fallait qu'il y ait Les équipes étaient sous tension, ils n'étaient pas équipés, ou ils étaient en remote, ils n'avaient pas de tooling pour traiter les choses. Et donc, ça a montré un vrai besoin de transformation. En plus, corrélé avec ce que j'ai décrit plus tôt, des paramètres de marché, ça a fait que les assureurs aujourd'hui, ils ont des volontés très très fortes de se transformer, d'essayer de gérer leur legacy, qui est quand même assez important, et avancer vers des outils plus modernes pour pouvoir passer à l'échelle. Et tout ça, ça joue en notre faveur pour avancer. Alors, il y a quelques mois, tu as annoncé donc une levée de fonds de 30 millions avec Blossom Capital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Dans quel contexte s'est fait cette levée de fonds? Qu'est-ce qui t'a décidé d'aller team up avec cet acteur-là? Aujourd'hui, comme tu le sais, on a été backé avant tout par Elaya au tout début. Ensuite, on a été rejoint par Omnes et Raise. C'était votre troisième tour de table? C'était notre troisième tour de table. Et donc, dernièrement, on a été rejoint par Blossom. Et pour nous, ça arrivait au bon moment parce qu'on commençait à avoir de plus en plus de momentum client.
et il fallait délivrer. Et nous aussi, la capacité de délivrer demande quand même des ressources. Ça demande un investissement pour livrer notre solution chez un client, l'installer et avancer au prochain. Et donc on avait tous les bons signaux. Et ensuite, en plus de ça, il y avait vraiment ce que j'ai décrit auparavant commençait à se voir. Et moi, je me rappellerai toujours, début d'année 2024, il y a nos amis de Y Combinator qui sortent leur liste de sujets sur lesquels ils aimeraient voir des boîtes se créer. 3 des sujets, c'était les sujets qu'on traitait depuis plusieurs années. Donc il y avait vraiment un momentum sur les sujets du claims santé. Et donc ça a joué pour nous. On a été au bon moment pour pouvoir accélérer. Et c'est ça qui a fait qu'il y avait quand Blossom a commencé à discuter avec nous, on a trouvé que c'était un fonds qui commençait à se construire, à avoir une réputation assez intéressante sur le marché, qui comprenait un peu nos challenges, et on a décidé d'avancer avec eux. Et alors aujourd'hui, donc vous êtes présent, donc vous avez un bureau à Paris, un bureau à Hong Kong. C'est quoi vos principaux marchés? Comment s'est fait l'internationalisation et où est-ce que tu concentres tes efforts commerciaux aujourd'hui? Notre internationalisation, elle s'est faite un peu de façon très opportuniste au début. Comme on dit, beggars are not choosers, donc le premier qui levait la main, on y allait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on allait frapper à la porte d'Allianz à Paris, et eux nous ont envoyés au Qatar. Donc en marché un peu bac à sable, sans jeu de mots. Donc à ce moment-là, tu vas au Qatar en personne ou tu fais tout à distance? On fait beaucoup à distance parce que c'est Allianz Global, donc ils ont des équipes à Dublin, ils ont des équipes à Saint-Ouen ici, mais les équipes opérationnelles sont entre le Qatar et Dubaï. Et donc on travaille avec eux sur nos sujets, et on se rend compte à ce moment-là, c'est les premiers clients qui aussi nous aident à construire notre produit, surtout sur des aspects comme ça, il faut avoir un pied dans la porte pour pouvoir construire. On se rend compte que le marché de la santé, qu'on soit à Tokyo, à Bogota, ça reste fondamentalement la même chose. Un assuré va se soigner à l'hôpital ou va se soigner, envoie une demande de remboursement, elle est traitée, elle est remboursée. High level, ça fonctionne comme ça. Il y a des aspects contextuels et des aspects locaux. Et ça nous a permis de voir que, mis à part, on va dire, la France, où on a un système très particulier, la majorité des pays dans le monde, c'est de l'assurance privée pure et dure. C'est de l'assurance privée que tu obtiens via ton employeur. Et c'est plus ou moins les mêmes acteurs, les mêmes standards, les mêmes façons de faire. Et ça nous a poussé à être très opportunistes. Ensuite, il y a Microsoft qui est venu nous chercher, nous a emmenés chez FWD à Hong Kong, qui est un énorme acteur asiatique dans l'assurance, et ils nous ont accompagnés pour déployer notre solution. Ensuite, on a eu Bupa qui est venu nous chercher et nous a emmenés en Floride. Et c'est comme ça qu'on a un peu commencé à voir que les concepts sur lesquels on travaillait avaient une certaine versatilité géographique et qu'il ne fallait pas qu'on se donne de barrières sur ce front-là. Très clair. Et donc, aujourd'hui, tu as des ouvertures de bureaux prévues dans les prochains mois? Aujourd'hui, on a un bureau à Hong Kong, parce que l'Asie a été vraiment un marché où les choses se sont énormément accélérées pour nous. On prévoit d'ouvrir d'autres bureaux, mais pour l'instant, on est encore en phase de consolidation de Paris pour monter en charge. Très clair. C'est quoi donc avec cette levée de fonds là, les principaux objectifs que tu te fixes dans les 2-3 prochaines années pour Quantef, que ce soit sur le produit, le business, l'équipe, comment tu vois quels sont les principaux objectifs? C'est bien sûr consolider notre produit, continuer à renforcer notre capacité à livrer des clients, et surtout renforcer aussi nos capacités de vente. Aujourd'hui, dans une première phase, vraiment, c'est livrer nos solutions le plus vite possible à nos clients. C'est vraiment l'une des choses. On a une chance, c'est d'avoir beaucoup de demandes sur de l'enterprise software, même en inbound. Et maintenant, c'est notre capacité à livrer ses clients le plus vite possible et à avoir une solution. Parce que j'imagine qu'un de vos défis, c'est, tu disais, les assureurs peuvent avoir des demandes particulières d'un pays à l'autre, d'une filiale à l'autre, d'une maladie à l'autre. C'est finalement, il y a un enjeu back-end, un enjeu de centraliser la donnée, d'être capable de bien la formater, de l'analyser. Puis après, il y a un enjeu front-end, de workflow, d'équiper les équipes opérationnelles. Comment tu fais pour pas tomber dans
tu vois, vous êtes de l'enterprise software, il y a toujours de la customisation qui est en jeu. Comment tu fais pour ne pas tomber dans voilà, la customisation à outrance qui fait que tu bien sûr. crées un produit unique simplement pour un client, mais que tu es capable de réutiliser ce que tu as fait pour d'autres filiales? Est-ce qu'il y a des fois, tu te dis, bah là, cette demande-là, on ne va pas être capable de la traiter, on ne la prend pas et on refuse de le faire? Est-ce que tu t'essayes de te concentrer uniquement sur des produits qui sont scalables et que tu vas pouvoir vendre à d'autres assureurs ou à d'autres filiales? Oui, bien sûr. C'est un des plus gros challenges quand on fait de l'enterprise software, c'est de ne pas tomber dans le trop custom. C'est sûr qu'il y a au début, quand on construit notre solution avec nos premiers clients, on shape un peu d'une certaine façon, mais c'est là où la fonction produit, elle est clé pour savoir vraiment analyser toutes les requêtes et savoir dire non. C'est vraiment très important et bien sûr, il y a une phase incompressible parce qu'il y a une phase d'intégration, il y a des API et tout. Mais nous, aujourd'hui, vraiment, l'approche, c'est de dire non, de savoir dire non au bon moment, de s'assurer que s'il y a une demande, s'assurer qu'elle va faire partie de la roadmap globale, si elle est relevant, ou c'est de l'ultra custom, c'est clairement quelque chose qui va à l'encontre des intérêts à la fois de Cantev, mais aussi de l'intérêt du client. Parce qu'aujourd'hui, nos clients, pourquoi ils viennent chercher du SaaS et ils veulent un peu se départir de leur approche, on va dire, à l'ancienne, ou ramener des consultants pour construire une solution custom, c'est la maintenance. Si on veut avoir un SaaS qui ait des prix qui soient moins coûteux que de maintenir une solution construite in-house sur du legacy, c'est aussi avoir une solution qui est standardisée et que notre provider, dans ce cas Cantev, peut maintenir, peut faire évoluer et adapter aux dernières innovations. Et ça, il y a un shift, un paradigm shift dans la façon d'approcher le monde du SaaS qui est en train de se passer dans notre industrie et qui permet aussi à des acteurs comme nous d'être viables pour amener des solutions qui soient scalables. Et alors, tu es plutôt sur un marché d'équipement, c'est-à-dire que les assureurs fonctionnent toujours à la main et n'ont pas forcément de logiciel et tu viens automatiser grâce à l'IA des tâches qui étaient 100% faites à la mano, ou tu es plutôt sur un marché de remplacement d'outils très désuets qui ont atteint leurs limites et où finalement tu arrives à doper à l'IA un peu tous ces workflows? Alors, on peut agir de deux façons. Ou on vient remplacer tout et on devient vraiment presque le core system. On n'a pas encore forcément ça, c'est des acteurs comme Guidewire ou Guidewire, ouais, Guidewire, okay. Mastodonte je suis un énorme fan. Eux, très PNC dans ce cas, pas du tout santé. Ouais. Et clairement, ils ont écrit le playbook de comment se verticaliser sur l'assurance. Marcus Ryu, qui est le fondateur et qui a été CEO pendant longtemps de Guidewire, dont je bois les paroles, qui est maintenant, je crois qu'il est aussi VC chez Battery Ventures, vraiment a vraiment théorisé comment construire un business d'enterprise software dans l'assurance. Et oui, des acteurs comme ça, on peut les retrouver. On a des DXC, il y a des géants, c'est des boîtes, des multi-billion dollar compagnies. Donc on a nous deux approches. On vient les remplacer, c'est du complete legacy, l'acteur il veut se débarrasser de tout. Il y a les AS400 chez IBM qu'on retrouve partout, c'est des systèmes qui existent depuis 30 ans je crois ou plus. On peut les remplacer, mais sur uniquement certains aspects parce qu'il y a tellement de legacy que c'est très compliqué. Ou sinon, on a une position un peu plus pragmatique encore, où on va être un peu la layer d'intelligence. Nous, du moment qu'on arrive à récupérer la data, nous, c'est input data, output insight. Donc, dès qu'on arrive à sécuriser la donnée, ensuite, nous, on est plutôt agnostique du legacy. Bien sûr, il faut se connecter pour ingérer ça ou pour l'intégrer dans une autre database. Et dans ton industrie, il y a un équivalent, un Guidewire qui est plus sur le PNC, donc sur la santé? Non. Aujourd'hui, j'ai pas identifié d'acteurs. Il y a des acteurs régionaux. On a par exemple aux États-Unis, il y a United Healthcare, le mastodonte de l'assurance santé. Une de leurs plus grosses filiales, c'est Optum.
qui est un géant gigantesque de l'IT software pour l'assurance santé. Mais on retrouve les Irlandais de Fineos, mais il y a tellement d'acteurs, c'est très fragmenté comme marché, et c'est pour ça que nous, chez Quantev, on veut vraiment, c'est ça l'ambition, c'est d'être le Guidewire, l'OS de l'assurance santé à l'avenir. Très clair. Alors, pour conclure ce podcast, je te propose un petit jeu où je te pose pas mal de questions courtes et puis tu me réponds avec ce qui te passe par la tête. Avec plaisir. Alors, tu peux dîner avec la personne de ton choix, vivante ou décédée, qui est-ce que tu choisis? Marcus Rio de Guidewire, comme ça je vais tout apprendre. Ok. Tu t'as pas eu l'occasion de le rencontrer? J'ai jamais eu l'occasion. J'ai discuté avec Battery Ventures, mais malheureusement, ça c'est pas lui. D'accord. Mais oui, j'adorais parce que c'est quelqu'un qui a vraiment, quand il raconte les débuts de Guidewire, je reconnais tellement de choses qu'on a vécues et la patience qu'il faut pour craquer ce business et voir la patience qu'il a eue pour construire un mastodonte comme Guidewire. Quel est le meilleur conseil business qu'on t'ait donné? Meilleur conseil, toujours être transparent avec les clients. Ça, c'est très important. C'est un business, comme je l'ai dit, c'est un petit monde, l'assurance. C'est un business aussi qui marche à la confiance. On dit souvent nobody got fired for choosing IBM. Donc, pouvoir persuader un C-level d'assurance de me choisir moi et pas IBM, ça demande de construire de la confiance et ça se fait via de la transparence. À partir de combien tu serais prêt à vendre Quantev? Quelle est la valorisation de Guidewire? Donc à partir de la valorisation de Guidewire. Ouais, écoute, on pense qu'aujourd'hui, nous, moi je crois dur comme fer en notre destin et pourquoi pas. Alors tu préfères te faire racheter par AXA, Alan ou Guidewire si tu dois choisir? Guidewire du coup? Ouais, je pense. Après, c'est toujours, aujourd'hui, nous, on est multi-assureurs, donc AXA ou Alan, pourquoi pas. Est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter sur Quantev, sur ton aventure? Je sais pas, est-ce que je peux il y en a, mais je sais pas. Vas-y, tu peux y aller. Un de nos premiers deals, c'est, on va dire, on peut dire qu'il s'est clôturé dans un peu. Non, mais c'est en gros. Dans un lieu inhabituel, non, sur le Trocadéro à 2h du matin avec un exécutif d'assurance qui était de passage à Paris pour moins de 4 heures. Ok. Moins de 4 heures. Il voulait voir la Tour Eiffel et repartir. Okay. Donc il a fait l'aller-retour. On lui a promis qu'on allait le rejoindre. Et c'est mon cofondateur qui s'y est collé en plus. Okay. Donc, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc il l'a vu devant la Tour Eiffel. Devant la Tour Eiffel, il prenait ses photos et lui était en train de lui vendre le concept et ce qu'on essayait de faire. Et c'est comme ça qu'on a signé. C'est une relation qui dure depuis maintenant plusieurs années. Super, donc il faut mettre un package découverte de Paris oui, avec Quantev. Est-ce que tu peux nous raconter un moment compliqué que tu as eu avec Quantev, que tu as réussi à surmonter? Nous, un moment compliqué, je pense que le Covid a été très compliqué. Nous, on a créé la boîte en janvier 2019. On a fait notre première levée de fonds en novembre 2019. Le Covid, c'était 3 mois plus tard. Et on commençait à peine notre premier POC. Et c'est à ce moment-là où les assureurs, au bout d'un moment, ils se sont mis en hibernation. C'est-à-dire que c'était plus le moment de se transformer, de faire de l'innovation, faire des choses comme ça. Et donc ça a pris un peu de temps. Bon, ça tombait au bon moment, on avait les levées, on pouvait recruter les équipes, commencer à développer le produit. Mais c'est vrai que en termes d'interaction client, ça a été très compliqué, de sales, et ça a été très compliqué. Et il a fallu être bien naviguer cette période pour pouvoir en ressortir. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et un moment heureux, à contrario, un moment de célébration que vous avez eu pendant Quantev?
un moment de célébration, je pense que c'est à chaque fois qu'on a réussi à clôturer nos premiers deals. Hein, nos premiers deals vraiment majeurs, ça a été vraiment un moment, parce que c'est des cycles de vente très longs, très compliqués. On fait beaucoup de réunions avec les clients. C'est beaucoup de documents, beaucoup de réponses à donner sur différents aspects de notre produit. On est vraiment trituré dans tous les sens. Et c'est souvent la crainte, c'est d'investir autant de temps pour que ça fonctionne pas. Et quand tu as une réponse positive à suite de ce process, c'est vraiment la libération pour toute l'équipe, parce que tout le monde est impliqué. Et ça, c'est quelque chose dont on se souvient. T'es sur tous les deals encore aujourd'hui, Ah oui, oui. commerciaux? C'est T'as combien de sales j'ai compté. Aujourd'hui, la sales organization, elle est de 5 sales. Ok. En plus, on parle des account exécutives, sans tout ce qui est pre-sales et CSM et autres qui gravitent autour. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une organisation sur laquelle on doit être encore en frontal. Ces deals-là, la complexité vient aussi qu'il faut convaincre de la C-suite jusqu'à l'utilisateur qui va avoir notre outil dans les mains. Donc il faut vraiment taper à toutes les portes et au niveau des discussions, c'est souvent presque, on va dire, des gentleman agreements. Il faut qu'ils me voient. C'est quoi ton hobby favori en dehors de Quantev? Plus beaucoup de temps pour les hobbies, mais j'ai récemment retrouvé le temps de coder. Ok. C'est ton hobby du coup? C'est mon hobby. J'aime beaucoup lire. Lire. En ce moment, je lis un livre très intéressant qui s'appelle Pattern Breakers de Marcus, non pas Marcus, Mike Maples, un professeur de Stanford qui essaye de trouver quels ont été les éléments, les patterns qui ont les anti-patterns, si on veut dire, qui ont permis à des grosses boîtes de se créer, de se faire. Et ça rappelle qu'il n'y a pas, on essaye souvent de rationaliser, je pense dans le monde du VC, on essaye souvent de rationaliser quels vont être les paramètres de succès d'une boîte, d'une jeune start-up. Et on se rend compte que les plus gros succès, ils n'obéissaient à aucune de ces règles-là. Et je trouve ce livre très intéressant et je le recommande. Génial. Eh ben, écoute, Tariq, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi sur cette interview. Je suis sûr que ça plaira aux auditeurs. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour Quantev. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de nous noter 5 étoiles sur les plateformes audio et YouTube et de partager ce podcast au plus grand nombre.